Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à vous tous et bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Et aujourd'hui, Catherine... Y a pas d'âge pour oser en parler, des maladies imaginaires qui se cherchent et se découvrent, des pathologies sur Internet, un fléau qui touche des millions de jeunes en crise, fatigués ou déprimés. Et si justement la solution était entre les mains des grands-parents. Y a pas d'âge pour être en forme. La vitamine C, nous sommes nombreux à en prendre chaque matin en complément alimentaire pour booster notre immunité. Mais ce matin, nous allons vous parler des bienfaits de la vitamine C sur la peau. C'est un excellent antioxydant. Absolument. Il n'y a pas d'âge pour s'entraider. Avez-vous des rêves que vous aimeriez réaliser ? Eh bien, Benjamin Zimmer, directeur de la société Silver Alliance, va vous proposer de réaliser le vôtre. Il n'y a pas d'âge pour comprendre pourquoi quand un enfant est retiré à ses parents pour être placé, les services sociaux deviennent hors la loi en faisant tout ce qu'ils peuvent pour que les grands-parents n'obtiennent surtout pas la garde. Il n'y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie. Êtes-vous sûr que vous nourrissez convenablement votre animal de compagnie ? Beaucoup d'idées reçues. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule contre les pouvoirs publics qui ne font pas grand-chose pour éradiquer les violences faites aux femmes et les féminicides. Ce matin, Eva Darlan s'est fait entendre dans la matinale de Sud Radio. L'invité qui ne fait pas son âge est cette semaine l'écrivain prolifique Éric Emmanuel Schmitt qui vient vous parler de son nouveau roman. Et si vous restez, Catherine vous fera découvrir son coup de cœur de la semaine. Peut-être. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser parler des malades imaginaires qui se cherchent et se découvrent des pathologies sur Internet. Un fléau qui touche alors de plus en plus de jeunes en crise, fatigués ou déprimés. Et d'ailleurs, on assiste à ce phénomène depuis la sortie de la crise du Covid, où des influenceurs en santé mentale, entre guillemets, ou de simples internautes, partagent depuis leur expérience personnelle et ils expliquent ainsi comment s'auto-diagnostiquer et ils prodiguent en plus des conseils. Alors, pour vous donner des chiffres, le hashtag self-diagnosis cumule aujourd'hui plus de 255 millions de vues sur TikTok et le hashtag TDAH, trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, dépasse les 3 milliards de vues. Nous avons aujourd'hui, pour parler de ce fléau avec nous, le docteur Michael Stora. Bonjour. 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 Alors, docteur Stora, vous êtes psychologue et psychanalyste spécialisé dans les pratiques numériques. Oui. Docteur, pourquoi cet engouement pour la recherche de maladies ou de pathologies sur Internet ? Alors au fond, disons les choses, le domaine de la santé en général a toujours intéressé pendant très très longtemps. Doctissimo, par exemple, a été en France le site le plus vu. Donc il y a toujours eu, on va dire que c'est un sujet qui fait parler. Là où c'est en effet un peu plus récent, c'est sur les réseaux sociaux, parce que peut-être comme vous l'avez remarqué, pendant très longtemps sur les réseaux sociaux, ce qu'on nous montrait, c'était des gens à tout prix heureux. Le bonheur affiché, la performance, la beauté. Et donc on a vu un mouvement que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est que tout d'un coup il était possible de pouvoir finalement évoquer ce qui n'allait pas bien. D'autres ont évoqué ça sous le terme de sad phishing, c'est le fait de pouvoir évoquer le fait que ça allait mal, alors d'autant plus chez les adolescents et peut-être avec d'autant plus de force suite au confinement où on sait que le confinement a eu un effet assez catastrophique sur la santé mentale plutôt des jeunes gens, non pas des adolescents mais des jeunes gens. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, s'est mis en place cette tendance à pouvoir évoquer pour le meilleur et pour le pire, sa santé mentale. Mais quand vous parlez de pathologie, docteur, vous parlez de pathologie mentale, de pathologie physique, mentale, on est d'accord ? Oui, là, il s'agit, dans le sujet que vous évoquez, il s'agit plutôt de pathologies dites mentales, donc comme les troubles de l'attention avec ou non hyperactivité, la bipolarité, la dépression. En tout cas, de pouvoir parler haut et fort de choses, puisqu'en général, dans le domaine de la santé mentale, vous savez que c'est encore très tabou. Oui. Et donc finalement, le fait de oser en parler, c'était aussi une manière de défier un petit peu le tabou. Mais alors, certains vont même jusqu'à se chercher des pathologies comme l'autisme. Oui, alors c'est là où c'est un petit peu la problématique souvent qu'on repère sur Internet, c'est-à-dire que, vous l'avez évoqué en termes de chiffres, c'est que tout d'un coup, des personnes en évoquant leur pathologie, ont eu énormément de vues. Et donc cette sorte d'audimat de la souffrance qui apparaît comme un peu étrange et voire peut-être un peu malsaine, pas forcément très bonne à ce niveau-là, fait que les gens ont commencé à se dire mais moi aussi. Alors c'est pour ça, maladie imaginaire, oui et non, certains le sont réellement.
Et puis d'autres, tout d'un coup, revendiquent eux-mêmes comme une manière de se sentir exister, le fait qu'eux-mêmes souffrent d'autisme, de toutes sortes de choses. Et on voit bien que ça peut avoir des effets pas toujours très bien, parce qu'il y a cette sorte de viralité qui fait qu'à force de regarder ce type de vidéos, finalement, au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous aussi, vous avez tel diagnostic ou tel diagnostic. En plus, on sait le poids qu'ont les influenceurs sur les jeunes, et notamment sur les adolescents. Et donc, c'est vrai que s'ils arrivent à s'identifier à la problématique ou aux mots, effectivement, ils peuvent avoir envie de suivre exactement la même thérapie. Oui, alors c'est vrai qu'ils peuvent, et vous savez, moi-même dans mon cabinet, j'ai quand même souvent des gens, d'ailleurs au-delà de ce mouvement, qui me disent oui, ça y est, j'ai compris, je suis borderline, j'ai telle ou telle pathologie. Et c'est vrai que nous, on a envie de dire, écoutez, c'est pas ça le principal, mais ça semble être rassurant, parce que certaines personnes qui sont face à des souffrances, en nommant une souffrance, en leur donnant un nom, ça permettrait, entre guillemets, de se rassurer. C'est ce qu'on appelle cette forme d'intellectualisation, qui est une sorte de stratégie contre l'angoisse. Donc le fait de nommer, ça peut calmer une forme d'angoisse. Mais en même temps, et alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? C'est-à-dire que finalement, vous pouvez être bipolaire ou autre, vous avez une souffrance, vous avez une histoire, et en général, le diagnostic peut aussi être comme une sorte d'étiquette qui colle à la peau, qui empêche d'aller un peu plus loin que l'étiquette. Oui, mais c'est vrai que certaines personnes revendiquent cette chose-là comme une manière de se dire, voilà, au fond, je sais qui je suis. Alors, est-ce que ça traduit aussi une méfiance de la part des jeunes vis-à-vis des médecins qui sont incapables de reconnaître qu'ils vont mal ? Alors peut-être qu'il y a en effet une sorte de pied de nez, mais d'ailleurs ça c'est avec l'avènement d'Internet, avec ce qu'on appelait le phénomène des patients experts qui tout d'un coup vont dire à leur médecin, écoutez, moi j'ai vu dans telle revue sur Internet que vous n'avez pas vu telle ou telle étude. Et en effet, c'est vrai que certains psychiatres, entre guillemets, ou pédopsychiatres, ne vont pas chercher à tout prix à mettre un diagnostic, sauf évidemment quand il s'agit de donner un traitement. Mais il arrive même aussi que des psychiatres disent, écoutez, je pense que vous êtes surtout plutôt angoissé ou inquiet, mais il ne s'agit pas de penser que vous avez un mot pour colmater votre pathologie comme une sorte de pansement qui permettrait de se dire, voilà, je suis ça, et donc je sais ce que je suis. Mais c'est vrai que la connaissance de soi en soi est toujours une bonne idée. Moi qui ai travaillé plus de 10 ans en psychiatrie adulte, c'est pas évident toujours d'aider des patients à accepter leur diagnostic, et d'autres au contraire, ça leur permet de se rassurer. Là où en effet on voit une dérive, c'est un peu cette dimension de se dire que j'existe parce que je souffre. Oui. Et donc justement, oui. Pardon, est-ce que vous avez réussi à identifier un profil de jeunes ? Est-ce que ce sont des jeunes qui sont plutôt en rupture avec leurs parents ? Est-ce qu'il y a un profil particulier ? Écoutez, le profil, j'ai envie de vous dire, ce sont des gens qui sont plutôt du côté de l'anxiété. De l'anxiété sociale. Par exemple, vous avez des personnalités qui ont des formes de phobie sociale et qui se disent, au fond, je ne comprends pas, c'est sûrement lié au fait que j'ai une problématique autistique, puisqu'on sait que les autistes, pour certains, ont des problématiques de relations sociales. Alors que parfois, c'est pas vraiment le cas. C'est-à-dire de leur dire, écoutez, voilà, vous savez, dans l'autisme, il y a en psychopathologie des signes très précis qui permettent de dire, voilà, vous êtes autiste. Et donc, à partir de ce moment-là, les gens se disent, donc c'est-à-dire que finalement, le problème est ailleurs. Et c'est ça la question, c'est que parfois, le fait que le problème soit ailleurs, soit un peu plus complexe à chercher dans son histoire, les gens veulent l'éviter. Donc, on est dans une société où la pathologie, le mot viendrait comme je vous l'ai dit un petit peu, rassurer, mais au bout du compte, ça peut aussi appauvrir. Bien sûr. Bon, écoutez, merci beaucoup, Dr Stora. Donc, c'est très intéressant. Voilà, c'est un phénomène qu'il faut vraiment surveiller, parce qu'il est grandissant. Oui, bien sûr. Écoutez, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes psychologue et psychanalyste spécialisé dans les pratiques numériques, et on reviendra sur ce sujet avec vous prochainement. Absolument, parce que c'était très intéressant. Beaucoup. Merci. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h, et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme. La vitamine C, nous sommes nombreux à en prendre en complément alimentaire, vous savez, pour booster l'immunité. Mais ce matin, on fait un petit tour du côté des bienfaits de la vitamine C sur notre peau, un véritable
produits antioxydants, David. Et juste après la pub, j'ai pas d'âge pour s'entraider. Avez-vous des rêves que vous aimeriez réaliser? Eh bien, Benjamin Zimmer, directeur de la société Silvar Alliance, sera avec nous et il va vous proposer de les réaliser, même vos rêves les plus fous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Alors dans un instant, Y a pas d'âge pour s'entraider. Aujourd'hui, Catherine, pour clore la semaine bleue consacrée aux plus de 60 ans, va vous faire découvrir une société qui va vous permettre de réaliser vos rêves les plus fous. Mais en attendant, Catherine, vous allez nous parler des bienfaits de la vitamine C. Voilà, la peau. vitamine C ou acide ascorbique qui joue un rôle très important dans notre organisme. Et aujourd'hui, on se consacre sur celle qui donne des bénéfices à notre peau. Ariane Goldet, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes notre experte beauté. Et vous allez nous expliquer pourquoi la peau a besoin de vitamine C pour rester jeune et belle. Parce que la vitamine C, c'est un actif star de la cosméto. Et d'ailleurs, les dermatologues la prescrivent beaucoup. Pourquoi? Parce qu'elle fait plein de choses excellentes pour la peau. Elle donne bonne mine, parce qu'elle ravive le teint quand il est gris. C'est un puissant booster d'éclat et qui agit très vite. Elle facilite le renouvellement cellulaire, donc elle est régénérante. Elle atténue les taches pigmentaires, les cernes et les ridules. En plus, comme vous l'avez dit, c'est un excellent antioxydant, c'est-à-dire qu'elle aide à lutter contre le vieillissement de la peau. Et en plus, elle favorise la production de collagène. Vous savez, c'est ces fibres qui assurent la fermeté de la peau. Donc c'est très simple, elle est simple, efficace et excellente avant tout. Pour tout le monde, bien sûr, mais surtout pour les peaux des fumeuses, des stressées, les peaux qui vivent dans la pollution et celles qui ont pris beaucoup de soleil. Oui. Donc, remède miracle. Mais alors, ce que je voudrais comprendre, Ariane, est-ce que notre corps contient naturellement de la vitamine C? Et si oui, pourquoi il faut en apporter de l'extérieur? Alors, ce qui concerne la peau contient de la vitamine C naturellement, mais son taux va chuter avec l'âge. Moins 50% à l'âge de 60 ans. Ah oui. Ce qui explique le relâchement, les rides et les taches. Alors on pourrait se dire que si on mange beaucoup d'oranges, ça suffit. Eh bien non, parce qu'on sait que par application avec un cosmétique, l'apport en vitamine C est 30 fois supérieur pour la peau. Parce que la peau se nourrit plus par l'extérieur que par l'intérieur. Donc il faut mettre de la vitamine C sur la peau. Voilà. Mais une personne qui prend beaucoup de vitamine C, du coup, le complément alimentaire, l'alimentation et ensuite la crème avec de la vitamine C. Pour la santé, oui, c'est bon pour la santé. Et c'est pas trop. Si vous voulez, au niveau de la peau, pour vitamine, quelque chose avec la peau, il faut en avoir beaucoup, il faut attendre longtemps. Parce que la peau est le dernier organe à être servi dans l'organisme. Ah, d'accord. Donc, si vous l'apportez par l'extérieur, ça va plus vite. Et donc, il n'y a jamais d'effet doublon. Alors, vous parliez de 60 ans pour la chute de la vitamine C dans la peau. Est-ce qu'il faut prendre justement ces crèmes ou ces sérums à base de vitamine C très tôt? Et si on ne l'a pas fait et qu'on a 60 ans, est-ce que ça fonctionne? Bien sûr. Bon. Il faut le prendre très tôt et il faut le prendre à mon avis, la vitamine C, c'est à tous les âges. D'accord. Alors, justement, vous parliez de la vitamine C intégrée aux produits de cosmétiques. Est-ce qu'on en trouve partout, ces produits? Et est-ce qu'il y a une différence de qualité? D'ailleurs, est-ce que vous avez des marques de crème ou de sérum à nous conseiller? Oui, parce que, écoutez, il y a un problème avec la vitamine C, c'est que c'est une molécule qui est très instable. Vous le savez bien, puisque quand vous faites votre jus d'orange, on vous dit qu'il faut le boire tout de suite après. Sinon, il n'a plus, il s'oxyde. Donc, pour la vitamine C, il faut demander une vitamine L-ascorbique, acide L-ascorbique. Ensuite, il faut un pourcentage quand même important, entre 2 jusqu'à 15-20%, mais pas plus. Sinon, trop dosée, elle est plus efficace. Il faut préférer en sérum parce que ça facilite la pénétration de la vitamine C dans la peau et surtout dans une bouteille en verre coloré ou opaque pour éviter la lumière puisque la vitamine C est extrêmement sensible. Alors là, moi j'en ai deux. Isdin, c'est une bonne marque. J'ai Méso-Esthétique. Alors, ce sont des très bonnes marques. Alors, Isdin Sérum Flavo C, c'est vraiment de la vitamine C pure, très bien dosée. Méso-Esthétique aussi. Vous avez aussi Alpha Science qui vient de sortir une crème qui s'appelle Mela Bright C. Vous avez aussi Neostrata avec Illington. Tout ce que je vous donne, ce sont des vitamines C pures, c'est-à-dire que c'est la plus efficace. Maintenant, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez une vitamine C
pure, elle est obligée d'être formulée dans un pH acide. D'accord. Donc, ça peut piquer certaines peaux sensibles. Donc, si ça vous pique, soit vous arrêtez, soit vous demandez à votre pharmacien un pH moins acide. Et à ce d'accord. moment-là, un dérivé, parce que les dérivés supportent des pH moins acides. D'accord. Voilà. Alors, avant de se quitter, rapidement, Ariane, j'aimerais qu'on donne la routine. Comment on applique sa crème, son sérum Alors, à la vitamine C? tous les jours le matin, après avoir nettoyé sa peau. Et vous mettez ensuite votre crème hydratante et ensuite un écran. Voilà. D'accord. Bon. Ok. Ensuite, si vous avez une crème anti-âge, vous ne la mettez pas par-dessus, vous la gardez pour le soir, surtout si vous mettez du rétinol, parce que rétinol et vitamine C, ça fait pas bon ménage. Ah, ok. Donc une matin, l'autre le soir. Bon, D'accord. alors j'ai tout Bah, noté, écoutez, j'ai tout noté. Je rentre en cure, on se retrouve face aux caméras La pour ceux qui semaine nous regardent prochaine. sur les réseaux sociaux la Vous nous semaine dites si on a prochaine. meilleure mine. Et vous nous direz si on est Vous bon. allez avoir sûrement, j'en suis sûre, mais... Merci Ariane, Merci Ariane, Allez, à je vous bientôt. embrasse tous. à bientôt. Au revoir. Il n'y a pas d'âge pour s'entraider. La semaine bleue qui valorise la place et le rôle de nos aînés dans notre société s'achève aujourd'hui, dimanche 8 octobre. Et pour finir en beauté, nous avons souhaité vous proposer de réaliser votre rêve. Bonjour Benjamin Zimmer. Bonjour, Bonjour. Comment allez-vous ? très bien et vous? Parfait, on est ravis de vous avoir. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur de Silver Alliance, une entreprise qui propose aux plus de 60 ans de réaliser leurs rêves. Alors, ça semble à la fois fou et merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, le dernier rêve, par exemple, que vous avez réalisé ? Alors c'était alors déjà avec plaisir et le dernier rêve que nous avons réalisé a eu lieu le 27 juin, donc juste avant les grandes vacances. Oui. Donc Annie, dont le papa était alpiniste, a fait et qui vit aujourd'hui. Alors le papa n'est plus là, mais Annie vit sur Paris. A découvert l'opération Rêve de Senior qu'on réalise au travers de son centre social de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Mhm. Et elle a formulé son rêve qui était effectivement d'aller sur les traces de son père dans la montagne. Et donc on lui a offert une aventure qui l'a rendue très émouvante et pour le coup inoubliable, puisqu'elle a volé au-dessus du Mont Blanc Ah oui. en hélicoptère. Super. Et donc voilà, ça c'était le dernier rêve. Mais il y a quelque temps, un tout petit peu avant, au mois de mai, c'était Danielle qui, elle, avait comme projet de voler avec les oies de Christian Moulec. Vous connaissez certainement Christian Moulec. Et elle a aussi réalisé son rêve. Donc effectivement, à chaque fois, c'est des projets, des histoires personnelles. Nous, on fait très attention effectivement à bien regarder derrière la demande du rêve, parce que tout ça, ça se passe sur un site internet. Oui. Si derrière il y a un projet qui date et une difficulté pour l'avoir réalisé, et donc notre travail à nous c'est de mettre le pied à l'étrier et de leur financer le rêve, puis de leur faire vivre une aventure Ça, c'est une incroyable. belle attention. Alors justement, Benjamin, vous recevez des mails, des courriers ou via le site internet des demandes. Combien de demandes de rêves à réaliser vous parviennent chaque mois à peu près? Et puis, quel type de rêve êtes-vous prêt à réaliser? On peut tout faire. Alors, c'est plusieurs centaines. Par définition, le rêve, c'est quelque chose de très personnel. Hein. Donc, Non, mais vous avez pas de limite. Est-ce que vous avez une limite ou il n'y a pas de limite? il n'y a pas de limite. Bon, Eh ben après, voilà. la limite, c'est d'aller dans l'espace. Mais et encore, on avait permis à quelqu'un de rencontrer Thomas Pesquet, donc indirectement, il est allé dans l'espace. Non, il y a aucune limite. Ça peut être des rêves personnels. De plus en plus, on a aussi des gens qui veulent réaliser des rêves à plusieurs. Et donc, notre intérêt, c'est de casser les codes. C'est de montrer qu'effectivement, à tous les âges, on a le droit de rêver. Tout est possible. Et que tout est possible. Alors, question Exactement. pratique quand même. Comment faites-vous pour réaliser ces rêves? Vous avez une équipe dédiée? Comment passe-t-on du rêve à la réalité, à la réalisation? Vous savez, oui, on a une équipe dédiée, mais c'est des petites mains, et puis on le fait aussi avec des prestataires. Mais c'est surtout, ça donne du sens dans ce qu'on fait nous dans notre quotidien. Notre travail à nous, c'est d'aider des personnes à vivre le plus longtemps possible à domicile, en leur apportant toutes les solutions qui vont leur permettre de vivre dans leur logement ou dans leur maison. Mais au-delà de ça, c'est notre envie à nous, c'est de continuer à vivre en bonne santé le plus longtemps possible. Bien Et sûr. rêver et réaliser ses rêves, c'est juste
essentiel si on veut être bien debout, si vous voulez. Bien sûr. Alors justement, pour que ces rêves puissent avoir lieu, vous avez des partenaires financiers, vous venez de le dire. Et qui sont-ils ? Ils vous aident pour la logistique, pour la finance ? Comment ça se passe ? Quand on réalise, comme on avait fait il y a 2 ans, un saut en parachute, évidemment, on s'improvise pas prestataire de saut en parachute, donc on va travailler avec des spécialistes. Donc on a effectivement pour la réalisation des rêves des prestataires locaux. Là, par exemple, sur le rêve d'Annie dans le massif du Mont Blanc, c'était à l'aérodrome d'Annecy, il y avait un pilote, voilà. Et puis, quand il y a des rêves qui sont liés aussi à une performance physique, qui peut avoir du coup des incidences quand, par exemple, on fait un atterrissage après un saut en parachute. Il vaut mieux quand même avoir des jambes solides. Oui. Donc on s'assure avec un certificat médical, on s'assure que la personne est en bonne santé. Qu'il n'y a pas de problème, bien sûr. Voilà, exactement. Donc nous on verrouille tout ça au départ. Et puis après, comme on reçoit quand même régulièrement des rêves, on peut pas réaliser tous les rêves, parce que si on réalisait tous les rêves, en fait, on ne ferait plus des rêves. Donc nous, on essaie d'en faire un par trimestre, et on fait valider la réalisation des rêves par ceux qui ont déjà réalisé leurs rêves. Bon, c'est super. Merci beaucoup, Benjamin Zimmer. Et si vous voulez réaliser votre rêve, écoutez, www.rêve@desseniors.fr. Et qui sait, peut-être que Benjamin Zimmer pourra le réaliser. Mais sûrement. Ça sera avec plaisir. Merci. On en est sûr. Merci Benjamin. Et nous, on se donne rendez-vous pour les prochains. Voilà, et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour comprendre pourquoi, quand un enfant est retiré à ses parents pour être placé, les services sociaux deviennent hors la loi en faisant tout ce qu'ils peuvent pour que les grands-parents n'aient pas la garde. Il n'y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie. Êtes-vous sûr que vous nourrissez convenablement votre animal de compagnie ? Attention aux idées reçues. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Alors dans un instant, y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie. Êtes-vous sûr que vous nourrissez convenablement votre animal de compagnie ? Et s'il y avait beaucoup d'idées reçues autour de leur alimentation ? Et vous découvrirez mon coup de cœur de la semaine. Il est top ? Il est top. Il est top, mais alors pour l'instant, nous allons passer à Y a pas d'âge pour comprendre. Nous allons parler d'un sujet vraiment impactant et important. Lors du placement d'un enfant par les services sociaux en foyer ou chez un particulier, force est de constater que les grands-parents, qui devraient selon la loi être les premiers à accueillir les enfants, sont dans 98% des cas écartés. Et ce, je le redis, contrairement à la loi. Pour lever le voile sur ce désenfantement dont sont victimes les grands-parents d'enfants placés, nous recevons aujourd'hui Jocelyne Jontarelli, présidente de l'association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. Bonjour Jocelyne. Bonjour David. Bonjour. Alors Jocelyne Jontarelli, comment expliquez-vous que les enfants ne soient pas confiés aux grands-parents et qu'est-ce qu'on leur reproche à ces grands-parents pour leur refuser de s'occuper de leurs petits-enfants ? Alors, c'est assez complexe, mais les travailleurs sociaux reprochent plusieurs choses aux grands-parents. Souvent d'être trop impliqués dans l'histoire de leurs petits-enfants, alors que ceux-ci même sont, dès le plus jeune âge, présents dans la vie de leurs petits-enfants. On retrouve une suspicion par rapport aux grands-parents. Par exemple, la générosité des proches est particulièrement suspecte. On retrouve aussi par rapport à la place de la mère, on va dire que la grand-mère, par exemple, va prendre la place de la mère, donc les grands-parents vont être considérés comme risquant d'évincer la mère. Qu'est-ce qu'on peut reprocher ? Il y a beaucoup de suspicions. On parle aussi que c'est presque une réparation des carences d'éducation qu'ils ont eux-mêmes données à leurs enfants. On dirait presque une expiation des grands-parents à travers l'aide apportée aux petits-enfants. Enfin, c'est vraiment très curieux ce qu'on peut reprocher aux grands-parents. Mais alors, une fois que l'enfant, Jocelyne, une fois que l'enfant est placé dans un foyer, quelle place finalement les services sociaux, les juges vont laisser aux grands-parents ? Des droits de visite Alors, si les grands-parents sont rentrés dans la procédure et se sont portés, ont demandé à être tiers dignes de confiance, on va peut-être leur accorder un droit de visite et d'hébergement. Alors, ça dépend vraiment tout du travailleur social qui va travailler avec l'enfant.
ça va dépendre également des rapports et des juges pour enfants. Donc il y a des grands-parents qui vont se trouver avec des droits de visite et d'hébergement assez conséquents, la moitié des vacances scolaires, un week-end sur 2, et puis d'autres qui vont rien avoir. C'est pas du tout... c'est très aléatoire. Voilà, ça dépend vraiment du lien qu'il y aura entre la famille et les grands-parents, voyez. Par exemple, on peut dire aussi que si les grands-parents retiennent une parole, par exemple, ça va entraîner un doute et de la méfiance, vous voyez. D'accord. Donc l'âge ne rentre pas en ligne de compte, l'âge du grand-parent. Non. L'âge, visiblement, non. En plus, aujourd'hui, on a des grands-parents qui sont beaucoup plus en forme qu'auparavant, oui. Et qui sont très présents dans la vie de leurs petits-enfants. Davantage du fait qu'ils sont en bonne santé, on va dire. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs, donnez-nous 2 exemples rapidement de grands-parents à qui on a refusé de confier leurs petits-enfants pour les éduquer alors que les parents étaient défaillants? Alors on a une grand-mère, par exemple, qui était assez jeune, qui avait 56 ans, qui s'occupait de ses petits-enfants depuis de nombreuses années, parce que la maman était souvent hospitalisée, par moment, elle ne pouvait pas s'occuper de ses enfants elle-même, mais tout se passait bien, en fait, comme dans n'importe quelle famille qui a besoin d'aide. Et puis, il y a eu une information préoccupante à un moment donné. Et là, les travailleurs sociaux sont rentrés dans la famille. Et là, les choses ont changé. Et on a trouvé que la grand-mère était beaucoup trop impliquée, trop proche. Et il y a même eu un rapport, et ça, on a eu les preuves à la fin du placement des petits-enfants, un rapport faux. On a pu voir que la travailleuse sociale à ce moment-là avait établi un rapport en disant que la mère et la fille vivaient ensemble, ce qui était faux. Et ce qui a conduit la juge pour enfants à placer les petits en disant que la mère, puisqu'elle ne pouvait pas s'occuper des enfants, que la grand-mère allait donner des droits à la mère parce qu'elle habitait avec et de ce fait on plaçait les enfants. Donc ça a été vraiment quelque chose de déchirant pour la famille à ce moment-là. Et puis une autre grand-mère qui, elle, est très impliquée aussi, qui a une 60aine d'années, qui tient des maisons d'hôtes, qui est tout à fait alerte et qui travaille encore et qui a les moyens financiers également. C'est pas une question de moyens financiers d'ailleurs. Et qui, elle, s'est occupée de son petit-fils pendant les 6 premiers mois de sa vie. Et puis la maman, malade, souvent on a une maman qui est malade dans ces moments-là. On a retiré la garde à la maman et à la grand-mère. Et la grand-mère aujourd'hui, elle fait des kilomètres pour aller voir son petit-fils. Bah oui. Mais vous, en tant qu'association, vous arrivez à résoudre un certain nombre de problèmes ? Alors, on essaye de donner des outils et des conseils en fait aux familles. C'est-à-dire qu'on leur dit un petit peu comment se conduire avec les travailleurs sociaux. Il y a une attitude à adopter. Souvent, les travailleurs sociaux demandent de collaborer. C'est un mot quand même qui est difficile à entendre et à comprendre, mais on donne des outils en disant travailler avec les travailleurs sociaux et pas contre, pour pouvoir tenter de récupérer ou d'élargir des droits plutôt que de se mettre en colère et d'être d'une manière très frontale de travailler. Il faut carrément un médiateur. On est carrément un peu ça, en disant, voilà, on va vous expliquer ce qui vous arrive, parce que les gens ne comprennent pas, en fait. Ça leur tombe sur la tête, ils ne comprennent pas. Ils n'imaginent même pas que ça puisse exister, en fait. Et nous, on est... Donc vous êtes là pour les aider. Écoutez, merci beaucoup Jocelyne Jantarelli d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association de défense des droits des enfants placés et de leurs familles. On peut avoir toutes les informations sur le www.addep.fr, www.addep.fr, et c'est un dossier qu'on va suivre. À très vite. Et bravo pour ce travail. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, au revoir. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et maintenant, il n'y a pas d'âge pour avoir un animal de compagnie. Quand on a un animal de compagnie, mon cher David, un chien ou un chat, le plus fréquemment, on a cœur de bien le nourrir, de lui faire plaisir. Et souvent, de génération en génération, on entretient des idées reçues. Comme c'est un chat, alors il faut absolument de lui donner du lait. Ou un chien doit manger beaucoup de viande. Alors, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Eh bien, on va poser la question à notre vétérinaire préféré. Bonjour Laetitia. Bonjour Catherine, bonjour David. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia Barlerin, vous êtes vétérinaire à Paris. Si on prend l'exemple du chat, est-ce que le lait est la boisson du chat réellement ?
Vous savez, on a tous l'image d'Épinal du chaton qui boit son bol de lait et qui grandit grâce à son bol de lait. Et puis après, on me dit, oui, mais mon chat, il boit du lait, comme si c'était sa boisson. Mais non. D'abord, le chaton, il faut pas lui donner du lait, parce que bien souvent, on lui donne du lait de vache. Et le lait de vache, ce n'est pas le lait que pouvait avoir sa mère. Savoir que le lait de vache est un lait qui est très riche en lactose. Or, le chaton, quand il est sevré, a moins d'enzymes qui s'appellent la lactase, qui dégrade le lactose. Et du coup, le lactose, il fermente dans les intestins et ça peut lui créer des troubles digestifs et donc de la diarrhée ou des ballonnements ou même des douleurs au niveau intestinal. Donc non, le lait de vache n'est pas une boisson pour le chat. La boisson pour le chat, c'est l'eau et non du lait. Et le lait correspond plutôt à une petite friandise qu'on peut lui donner de temps en temps. Et si vraiment vous voulez donner du lait à votre chat, prenez du lait avec... Voilà, pas du lait de vache, ou alors ce qu'on appelle du lait pour chat, c'est-à-dire du lait où on a enlevé le maximum de lactose, qui est quand même un glucide qui est très mal digéré par le chat, par le chien aussi d'ailleurs, et qui peut lui donner des troubles. Alors Catherine parlait tout à l'heure de la viande, incontournable pour un chien, on est vraiment dans l'image d'Épinal, et souvent en très très grande quantité. Est-ce que c'est bon ou pas pour eux ? Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que le chien est un carnivore, donc s'il est un carnivore, il mange de la viande. Carnivore, ça ne veut pas dire manger de la viande, parce qu'un carnivore dans la nature, il mange sa proie, et sa proie n'est pas faite que de beefsteak. Parce que la viande, c'est le muscle, tout simplement. Et le problème, c'est que ça donne une alimentation qui est complètement déséquilibrée, qui est très préjudiciable si on donne que de la viande, par exemple, à un chiot ou à un chaton, puisque dans la viande, il n'y a pas de calcium, par exemple. Donc, il ne peut pas grandir, il souffre de rachitisme. Et puis ensuite, quand il est adulte, il faut savoir qu'un chien, d'abord, c'est un carnivore, oui, mais qui est un petit peu omnivore grâce à sa relation à l'homme, et qui n'a pas besoin que seulement de la viande, il a besoin aussi de légumes, il a besoin de céréales, il a besoin de légumineuses, il a besoin d'huile, et il a besoin d'un complément minéral et vitaminé, parce que la viande en elle-même est un aliment qui est carencé. Donc, vouloir que donner de la viande, c'est vouloir carencer son animal. Et voilà, et après, il est malade, bien entendu. Alors, pas demain matin, il ne sera pas malade demain matin, mais il sera malade dans plusieurs mois à cause des carences. Il y a des aliments interdits, on dit par exemple pour les chiens qu'il ne faut pas leur donner de sucre. C'est une idée reçue, ça ? Oui, alors le sucre en lui-même n'est pas toxique, mais c'est l'accumulation qui peut donner l'animal grossit avec le sucre. C'est juste des calories vides, comme on dit. Il peut grossir, il peut devenir obèse et après il peut devenir diabétique. Donc c'est pour ça c'est le lien entre le sucre et le diabète. Mais il y a aussi des aliments qui sont interdits parce qu'ils sont toxiques. Je pense bien entendu au chocolat. Bien sûr, il ne faut jamais donner de chocolat à son animal, que ce soit un chien, un chat ou même un autre animal de compagnie, puisque dans le chocolat, et en particulier dans le cacao, on a une molécule qui s'appelle la théobromine, qui est un vrai poison pour les animaux. Ils peuvent en mourir de manger du chocolat, donc il ne faut vraiment pas leur en donner. Il y a d'autres aliments. Le raisin, il ne faut pas en donner aux chiens, que ce soit le sec ou du raisin frais, il ne faut pas en donner. Il ne faut pas donner d'oignons aussi aux chiens. Il ne faut pas donner tout ce qui est poireaux, ciboulette, ail, tout ce qui est à base d'ail, il ne faut pas lui donner. Donc faire très attention à tous ces aliments. L'avocat, il faut en donner avec parcimonie aussi. Les champignons, faire attention parce qu'une grande quantité de champignons peuvent être toxiques aussi pour l'animal. Donc il faut faire très attention. La noix de macadamia aussi, qui est une noix américaine, est très toxique chez le chien. Donc, il ne faut pas non plus lui en donner. Donc, vous voyez, il y a toute une liste comme ça d'aliments à éviter chez le chien. Très bien. Merci beaucoup, Laetitia, pour tous ces conseils. Merci, Laetitia, j'ai appris plein de trucs. Voilà, merci énormément. Ça va nous permettre... Oui, n'en mangez plus, Catherine. N'en mangez plus, arrêtez. Nous, c'est bien parce qu'on peut moi, j'adore. On aura juste une crise de foie, mais l'animal, le chat comme le chien, il peut en mourir. Donc, faites très attention à ça. Absolument. Merci beaucoup, Laetitia. Alors maintenant, Catherine ne va pas vous parler de son chocolat fétiche, mais Catherine, je crois que vous avez un coup de cœur à partager avec nous. Un coup de cœur musical, mon cher ami. Une bouffée d'air frais. L'héritage Goldman. J'y étais mardi dernier au Dôme de Paris, porte de Versailles. Les chansons de Jean-Jacques Goldman, interprétées par ses amis, son équipe musicale depuis toujours, Michael Jones, Eric Benzi, mais aussi de nouvelles voix, Anne-Sophie Sebal, Lilian Renaud, qu'on a découvert sur The Voice. Et il nous offre un festival de bonne humeur, de joie de vivre. On réécoute
toutes les chansons qui nous enveloppent depuis des générations. Les voix sont magnifiques, le public est debout, tout le monde chante, applaudit, danse à sa place. Vraiment, c'est super. Et ça part en tournée, ce coup de cœur ? Absolument, ça va partir en tournée. En 2020, fin 2023, 2024, et même si Jean-Jacques Goldman ne fait plus de tournée depuis 20 ans, je vous garantis, la relève est assurée pour reprendre ses chansons et vous allez passer un moment exceptionnel. Déjà 150 000 places vendues, hein, donc ne les manquez pas, ils passeront forcément à côté de chez vous. Eh bien écoutez, alors nous sommes ensemble, on va continuer. Nous on est là pour la relève, nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons poussé ce matin dans la matinale envers les pouvoirs publics qui vraiment ne font pas grand-chose pour éradiquer les violences faites aux femmes et les féminicides. Et l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, qui vient de sortir un livre passionnant et haletant sur Maria Callas, sera avec nous. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge. Comme chaque dimanche, jusqu'à 13h sur Sud Radio, avant de retrouver l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, je vous propose d'écouter le coup de gueule que Y a pas d'âge a poussé ce matin dans la matinale envers les pouvoirs publics qui ne font vraiment pas grand-chose pour éradiquer les violences faites aux femmes et les féminicides. Les chiffres définitifs de 2022 viennent de tomber. Et écoutez bien, en 2022, 118 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur ex. C'est effarant. Un chiffre totalement effarant. Ce qui est encore plus effarant, c'est de s'apercevoir que dans ces chiffres de l'horreur, les tranches d'âge les plus exposées aux morts violentes sont les 30-49 ans et les plus de 70 ans. Attention, 32%, alors contre les idées reçues, 32% des victimes féminines avaient subi au moins une forme de violence antérieure et seulement 25 d'entre elles avaient déjà déposé une plainte contre leur auteur. Donc on va pas tomber dans le débat stérile qui a lieu en permanence. Ce qui compte, c'est effectivement 118 femmes assassinées, c'est 118 femmes mortes de trop en 2022. Et ce matin, pour parler de ce fléau avec nous, nous avons une femme de conviction qui est là pour apporter des solutions concrètes. La comédienne Eva Darlan est avec nous. Bonjour Eva. Bonjour David. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci. Alors Eva, rappelons une chose. Le 13 décembre 2018, avec Muriel Robin et la militante féministe Karine Plassard, vous étiez reçue à Matignon par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, qui était accompagné entre autres par la girouette, permettez-moi l'expression, Marlène Schiappa. Et vous y êtes allé pour demander un vrai plan d'action pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Quelles mesures préconisez-vous pour éradiquer les violences faites aux femmes ? Alors déjà, essayer de se faire entendre des pouvoirs publics, ce qui semble impossible. Ce qu'il faut absolument... pour ça, on s'est référé aux résultats extraordinaires qu'a obtenu l'Espagne en mettant de l'argent. Donc il faut de l'argent. Ok, on en parlera tout à l'heure, mais ce qu'il faut, c'est création de places d'hébergement pour les femmes, bien évidemment, femmes et enfants. Création de lieux dédiés aux hommes violents. On ne peut pas laisser des hommes violents dans la nature comme ça. Il faut les récupérer, leur expliquer, les former et les réinsérer et les réadapter. Il y a 50% de réussite. C'est déjà pas mal. Bon, il y a 50% qui restent sur le carreau, mais il y a d'autres choses aussi pour s'occuper d'eux. Création de tribunaux dédiés aux violences intrafamiliales. Que ce soit seulement parce que il faut absolument une réponse immédiate aux violences pour arrêter, pour empêcher que ça aille jusqu'au féminicide. Il faut la formation de tous les métiers de loi, les policiers, les gendarmes, les avocats même. Quand on pense que 80% de classements ensuite sont effectués parce qu'on ne croit pas à la parole des femmes. 80%, c'est énormissime. Il faut former les juges aussi, qui aujourd'hui ne connaissent toujours pas la mécanique de l'emprise. Il faut augmenter les bracelets anti-rapprochement. Il n'y en a que 920 pour 200 000 femmes violentées par an. Ça ne va pas du tout. Il faut augmenter ça. Et il faut enfin s'attaquer, bien évidemment, à l'éducation à l'égalité dans les écoles. On a vu là que l'éducation à l'empathie était s'est mise en place du jour au lendemain. C'est formidable, bravo, on aime ça, formidable. On va faire la même chose pour l'égalité, non ? Voilà, tout ça, ça coûte de l'argent. Alors concrètement, aujourd'hui, 5 ans après avoir été reçu, quasiment, où en est l'action du gouvernement depuis ? Alors le gouvernement, comme on l'a vu, il annonce à coup de promesses, ou quand il y a un petit problème, il fait
il réunit des gens dans des conventions, hein, puis après qu'ils n'appliquent pas. Ça fait gagner du temps, puis ça fait baisser la tension de la cocotte minute. Et il avait sa coup de promesse. Enfin, déjà annoncé que les quinquennats seraient ceux de la lutte pour l'égalité femmes-hommes, c'était hasardeux. Et la nomination de Mme Schiappa était quand même une immense plaisanterie, ou une stratégie, on ne sait pas, mais bien dommageable pour les femmes. C'est en général, c'est les associations qui soutiennent les femmes, et c'est les associations qui agissent à la place du gouvernement. Alors justement, je vous coupe, Eva. Allons dans le concret. Combien coûterait le plan que vous avez remis au gouvernement ? À ce moment-là, il n'était pas si élevé que maintenant. On demandait 1 milliard. Maintenant, on demande à peu près 3 milliards. Parce que le coût des violences, il y a un coût des violences conjugales. Le coût des violences conjugales, c'est de 3,6 milliards par an pour l'État. Entre les soins, les accompagnements des victimes, les violences, etc., la police, la gendarmerie, prison, etc. Donc, nous, maintenant, voilà, ça y est, on demande 3 milliards. Alors, vous demandez 3 milliards par an ou 3 milliards en tout sur un nombre d'années ? Oui, c'est 3 milliards en tout sur 4 ans à peu près. Sur 4 ans. Donc, est-ce qu'on peut, comme on est là pour parler vrai, est-ce qu'on peut lancer un appel ? Parce que si, effectivement, les pouvoirs publics ne sont pas capables de mettre 3 ou 4 milliards, 3 milliards en 4 ans sur la table pour éradiquer les violences faites aux femmes et les féminicides, est-ce que des groupes privés, des groupes industriels pourraient se substituer, pourraient investir dans ce fléau ? Ben, il faudrait que ce soit des gens vertueux, David. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui, des gens propres. Il ne faut pas qu'ils soient engagés par ailleurs dans des investissements sales. Imaginez Total Énergie ou Carrefour qui sont défenseurs, qui deviennent des défenseurs et des pourvoyeurs du respect de la protection des femmes, ce serait indécent quand même. L'argent a une odeur. Nous espérons vraiment que ce message sera écouté et compris par nos politiciens et nos industriels pour qu'une véritable solution économique soit mise en place afin de lancer un plan national pour éradiquer les violences faites aux femmes et les meurtres de ces mères, ces épouses et ces compagnes qui chaque année sont exécutées par un bourreau censé les aimer et les choyer. Et comme tous les dimanches sur Sud Radio, pour conclure l'émission, nous avons l'immense plaisir de recevoir notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de l'écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, qui vient de sortir La Rivale aux éditions Albin Michel, un récit exquis, riche d'anecdotes savoureuses sur le monde de l'opéra. Bonjour Éric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. 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 Alors, Éric-Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous raconter le point d'entrée de votre livre et nous dire où vous nous emmenez en voyage ? Eh bien, le héros Enzo, qui est un jeune homme d'aujourd'hui, est guide pour les touristes à Milan et fait pénétrer un groupe de touristes français à la Scala de Milan, le grand opéra de Milan. Et bien sûr, il évoque les fantômes fameux qui ont peuplé la Scala, et le plus grand de ces fantômes, c'est Maria Callas. Et là, il y a une vieille dame installée au milieu des rangées qui dit non, pas du tout, pas du tout. Il y avait 20 chanteuses qui chantaient mieux qu'elle. C'est complètement surfait, etc. Donc mon jeune guide s'étonne et il lui demande mais qui êtes-vous ? Et elle dit j'étais la rivale de Maria Callas. Et à partir de là, ce jeune garçon va se passionner pour cette vieille dame qui prétend avoir été la rivale de Maria Callas, tombée dans l'ombre, dans l'oubli, à cause de Maria Callas. Alors, et on va remonter le temps. Alors, on sait de quoi les femmes sont capables, Éric-Emmanuel Schmitt. Est-ce que justement, c'est cette rivalité entre Maria Callas et Carlotta, l'élément déclencheur, c'est ce qui vous a inspiré pour écrire cette histoire ? Oui, j'avais envie de dire deux choses. J'avais envie de parler de la rivalité, d'abord, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir des rivaux pour pouvoir faire quelque chose. Alors ça, c'est positif, parce que c'est la rivalité qui leur permet de grandir. Soit c'est négatif, c'est pour expliquer leur échec. Et dans ce cas-là, le cas de Carlotta Berluni, c'est plutôt négatif. C'est-à-dire que Callas est le principe d'explication qui fait qu'elle n'a pas été, elle, la grande cantatrice qu'elle était censée être. Et ça m'intéresse de rentrer dans la psyché de quelqu'un pour trouver le bouc émissaire. Et en même temps, ce qui me passionne, c'est le portrait de ce bouc émissaire, c'est-à-dire de Maria Callas, car c'est pour moi l'occasion de montrer
le génie de cette femme, mais à travers les yeux de celle qui ne comprend rien à Maria Callas et qui la déteste. Alors, vous dites souvent « j'aime plus la musique qu'elle ne m'aime ». Quels sont, alors on sait que vous êtes passionné de musique, mais quels sont les compositeurs ou les chanteurs qui vous emmènent en voyage? Et puis il y a une chose que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous chantez sous la douche le matin, Éric-Emmanuel Schmitt? Bon, alors, moi, je dois avouer qu'il y a une disproportion entre ce que j'écoute et ce que je chante sous la douche. Ah ben oui. Voilà, ce que j'écoute, ça serait plutôt Maria Callas, Montserrat Caballé, c'est-à-dire du grand chant lyrique et de la musique classique. Et le matin sous la douche, c'est plutôt Laissez-moi danser de Dalida. Ah, effectivement, c'est pas le même registre. Bah, c'est un grand écart. Absolument. Alors, je crois que vous avez fait un voyage en Terre Sainte. Est-ce que ce voyage a changé quelque chose en vous? Ah, profondément. J'ai raconté ça donc dans le défi de Jérusalem. Oui. Je pensais que ce voyage ne m'apporterait rien parce que j'avais déjà un christianisme intellectuel né dans la lecture des livres. Et tout d'un coup, me retrouver là-bas, ça a été éprouver d'autres sensations, faire d'autres réflexions et faire aussi d'immenses rencontres, dont une particulièrement au cœur du Saint-Sépulcre, vraiment l'endroit où tout s'est passé. Et donc, mon christianisme qui était totalement intellectuel est devenu totalement charnel. Et qu'on soit croyant ou non, c'est un endroit qu'il faut connaître, qu'il faut visiter un jour. Je crois que oui, c'est un grand voyage parce que c'est pas seulement un voyage à l'extérieur de soi, c'est un voyage à l'intérieur de soi. On va se poser forcément pendant ce voyage les grandes questions qui structurent une vie. Pourquoi est-ce que j'existe? Pourquoi est-ce qu'un jour on s'en va? Où partons quand on s'en va? Absolument. Est-ce qu'on a raison d'aimer? Est-ce qu'on aime bien? Est-ce qu'on aime mal? Toutes ces questions qui sont la chair spirituelle de notre vie, tout d'un coup, un voyage là-bas vous met en face de ces questions et parfois de réponses. Et alors, justement, quel regard vous portez sur l'époque actuelle, Éric-Emmanuel Schmitt? Parce que vous êtes quelqu'un qui est très prolixe, qui touchez du doigt beaucoup de sujets différents, beaucoup de choses. Vous tenez informé des choses. Quel regard vous portez justement sur cette époque? Et si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans notre société, qu'est-ce que vous changeriez? Moi, je pense que nous vivons une époque qui offre aux hommes des opportunités somptueuses. Jamais on a vécu aussi longtemps, jamais on a voyagé autant et finalement avec autant de sécurité. Jamais on a autant épargné aux hommes la douleur dans leur corps. La médecine arrive à soigner des maladies que nos ancêtres ont dû subir. Donc on peut communiquer avec l'autre bout de la Terre d'une façon immédiate. On a accès par le numérique à des bibliothèques et à des sommes de connaissances absolument incroyables. Donc notre époque nous offre un outil de vie merveilleux. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Je pense que malgré tout, dans notre époque, il y a un oubli des valeurs fondamentales. Les gens ne prennent pas le temps de réfléchir, ou la vie les distrait au point qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qui doit constituer le socle de leur existence. Donc, on n'a jamais eu autant de jouets et on n'a jamais eu autant de gens qui ne savaient pas quoi en faire. Absolument. Et si vous deviez changer une chose, qu'est-ce qui vous agace aujourd'hui? Si je devais changer une chose, oui, évidemment, pour moi, la première lutte, c'est la lutte contre les inégalités. Je veux dire, il y a des écarts indécents entre des gens qui travaillent et qui gagnent beaucoup et des gens qui travaillent et qui ne gagnent rien. C'est tout simplement insupportable. Bon, écoutez, merci beaucoup Éric-Emmanuel Schmitt d'avoir été avec nous. On va se retrouver plus tard dans la saison, parce qu'on a plein de choses à se dire, je pense. Oui, puis moi je vais voir Bagalo 21, j'ai hâte. Bon, alors... Et nous, on vous conseille de vous précipiter sur La Rivale aux éditions Albin Michel, parce que Catherine et moi avons dévoré ce livre, qui est vraiment un moment exquis et surtout irrévérencieux. Très vite. À très vite, Éric-Emmanuel. Merci à vous.
Merci à vous, bon dimanche. Bon dimanche. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Avec David, nous vous souhaitons de passer un excellent dimanche à l'écoute de Sud Radio. Et on se retrouve dimanche prochain à 7h49 dans la matinale de Jean-Marie Bordry pour notre chronique Y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule. Et entre midi et 13h avec Catherine Bully et plein de rendez-vous. Sud Radio, Y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.